J'ai rompu avec mes parents pendant 2 ans après leur favoritisme, mon diplôme manqué et l'insulte à mon mari. Il me traitait d'instable. Puis, une lettre de l'avocat de mon père, exigeant ma signature sur un document, m'a fait rire aux éclats. L'avocat s'est même demandé si j'allais bien. Je m'appelle Clara Mercier et j'ai 32 ans. Il y a 3 jours, j'étais assise dans un cabinet d'avocat, j'ai lu une simple feuille de papier, et j'ai ri si fort que l'avocat a posé son stylo et m'a demandé si j'avais besoin d'un verre d'eau. Mes parents ne m'avaient pas parlé depuis 2 ans. Pas une carte d'anniversaire, pas un seul SMS. Puis leur avocat m'a envoyé un document, une seule page. Ils avaient besoin de ma signature pour vendre la maison de campagne de mon grand-père, le seul endroit au monde où je me suis jamais sentie chez moi. Ce document était censé me prendre quelque chose. Au lieu de cela, il m'a donné la seule chose que ma famille ne m'avait jamais offerte, la preuve que quelqu'un pensait que je méritais d'être protégée. J'ai grandi en dehors de Clermont-Ferrand, en Auvergne, dans une ville où tout le monde se saluait et où votre vie privée n'était jamais vraiment la vôtre. Mon père, Philippe Mercier, dirigeait la succursale locale du Crédit Agricole. Un homme respecté, une poignée de main ferme, toujours avec des chemises repassées à l'église le dimanche. Ma mère, Sylvie, animait le groupe d'études bibliques des femmes et organisait le repas partagé annuel des vendanges. Ensemble, ils ressemblaient au genre de parents que l'on verrait dans un cadre chez Maison du Monde. Et puis il y avait Chloé, ma petite sœur, 3 ans plus jeune et d'une manière ou d'une autre toujours 3 longueurs d'avance aux yeux de mes parents. Chloé avait des cours de piano. Moi, j'avais un, peut-être l'année prochaine. Chloé a eu une vieille Renault Clio pour ses 16 ans. Et moi, j'ai eu un abonnement de bus et la suggestion de me renseigner pour un travail à temps partiel. Chloé avait la plus grande chambre parce qu'elle avait besoin d'espace pour s'entraîner. Je partageais un mur avec la buanderie et j'ai appris à dormir malgré le cycle d'essorage. Je ne vous raconte pas cela par pitié. Je vous le raconte parce que c'est important. Mes parents ne m'ont jamais frappé. Ils ne m'ont jamais crié dessus. Ils m'ont juste alloué différemment, comme si j'étais une ligne budgétaire qu'ils pouvaient réduire sans conséquence. Mon père avait une phrase qu'il utilisait chaque fois que j'en parlais. Il posait sa fourchette, me regardait comme si j'étais déraisonnable, et disait « Chloé a besoin de plus d'aide. Toi, tu es la forte, Clara. C'est ce que j'aime chez toi. » Je l'ai cru longtemps. Je portais ce rôle de forte comme un insigne. Je faisais des doubles services au restaurant pendant le lycée, payais ma propre robe de bal de promo, achetais mes propres manuels. Il m'a fallu des années pour comprendre que dans le vocabulaire de mon père, forte ne signifiait pas admirable. Cela signifiait peu exigeante. Cela signifiait elle ne se plaindra pas. Cela signifiait elle ne vaut pas l'effort. J'ai été la première personne de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Une licence en comptabilité de l'Université d'État, obtenue tout en travaillant 25 heures par semaine dans un cabinet de préparation fiscale. 4 ans. Sans aide, sans garant pour mes prêts étudiants, juste moi et un réveil réglé à 5h15 tous les matins. Mes parents avaient dit qu'ils viendraient. Ma mère avait choisi la tenue qu'elle porterait. Mon père avait demandé à quelle heure le parking ouvrait. J'avais réservé 4 places, 2 pour eux, une pour Chloé, une pour mon grand-père, Armand Mercier, la seule personne qui ne m'ait jamais fait sentir comme une seconde pensée. Le matin de la remise des diplômes, mon téléphone a sonné à 7 heures. Quelque chose est arrivé, a dit mon père. Ta sœur emménage dans son nouvel appartement et elle a besoin d'aide pour les meubles. Je me tenais dans ma chambre d'étudiante, tenant une blouse repassée et une paire de talons que j'avais achetés en solde. J'entendais ma mère en arrière-plan demander à Philippe où était le dévidoir à ruban adhésif. Ce n'est qu'une cérémonie, a crié ma mère. Tu as déjà le diplôme, ma chérie. J'ai traversé cette scène seule, assise parmi les familles d'étrangers, j'ai pris ma propre photo en utilisant la minuterie de mon téléphone, calée contre un banc. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois c'était Papy Armand. Je suis fière de toi, Clara, a-t-il dit. Sa voix était éraillée, comme elle l'était toujours quand il essayait de ne pas pleurer. Et ne t'inquiète pas, je m'en suis déjà occupée. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire.
Je pensais qu'il parlait d'une carte de félicitations, peut-être d'un chèque à l'intérieur. Je ne comprendrais pas ce que Papy Armand voulait dire ce jour-là avant 7 ans. J'ai rencontré Nicolas Dubois quand j'avais 26 ans. Il recablait le bâtiment de bureau où je venais de commencer comme comptable junior. Je l'ai entendu avant de le voir, chantant à voix basse tout en traçant une ligne de conduit derrière les dalles du plafond. Quelque chose de Johnny Hallyday. Faux, mais déterminé. Nicolas était électricien, agréé, assuré, et gérait sa propre entreprise individuelle depuis une camionnette d'occasion avec son nom poché sur le côté. Il travaillait 14 heures par jour. Ses mains étaient calleuses et ses bottes éraflées, et il m'a apporté des fleurs des champs d'une station-service lors de notre 3e rendez-vous parce qu'il a dit que le fleuriste était fermé et qu'il ne voulait pas arriver les mains vides. Nous nous sommes mariés quand j'avais 28 ans. Une petite cérémonie, sur les marches du tribunal. Papy Armand était décédé 3 ans plus tôt, et je ressentais toujours le vide qu'il avait laissé chaque fois que quelque chose de bien arrivait et que je ne pouvais pas l'appeler. Mes parents sont venus brièvement au mariage. Lors d'un dîner de famille la semaine suivante, mon père s'est assis en bout de table, a regardé Nicolas par-dessus le poulet rôti et a dit, avec le genre de calme qui vous fait douter si vous l'avez vraiment bien entendu, « Je pensais que tu viserais plus haut, Clara. » Un électricien. C'est un déclassement. Ma mère a pincé les lèvres. Chloé a fait défiler son téléphone. Nicolas n'a pas scié. Sur le chemin du retour, il a fixé la route et a dit, « Je n'ai pas besoin que ton père respecte mon travail, mais j'ai besoin qu'il te respecte toi. » Je voulais couper les ponts à ce moment-là. J'ai failli le faire, mais Papy Armand n'était parti que depuis 3 ans. Et quelque chose en moi s'accrochait encore. Une croyance obstinée qu'il voudrait que je continue d'essayer, que je continue de me montrer, que je continue d'être la forte. Alors, je suis restée un peu plus longtemps. C'est arrivé à Noël. 15 personnes entassées dans le salon de mes parents. Tante, oncle, cousin, le genre de foule où quelqu'un remplit toujours le thé glacé et personne ne remarque quand la musique change. Chloé m'a prise à part dans la cuisine. Elle avait besoin de 5 000 €. C'était la 3e fois qu'elle demandait. Les 2 premiers prêts, selon ses dires, pas les miens, n'étaient toujours pas remboursés. Elle a dit que c'était pour l'inventaire d'une boutique qu'elle ouvrait. J'ai dit non, poliment, clairement. Elle est retournée dans le salon avec les yeux humides et la lèvre tremblante. Mon père s'est levé de son fauteuil comme s'il avait été déclenché par un ressort. Quel genre de sœur refuse d'aider sa propre famille? Il l'a dit assez fort pour que toute la pièce l'entende. Tante Christine s'est figée en versant le punch. Ma cousine Camille m'a regardée avec de grands yeux. « Tu as changé, Clara », a dit Philippe. « Et pas en bien. » Puis ma mère s'est penchée vers ma tante Sophie. Proche, conspiratrice et a dit juste assez fort, « Elle est comme ça depuis qu'elle a épousé cet homme. » Je pense honnêtement qu'elle a besoin de parler à quelqu'un de professionnel. La pièce est devenue silencieuse. 15 personnes. Pas une n'a ouvert la bouche. Tante Christine a regardé le sol. Oncle Marc a toussé et a pris un biscuit. Camille m'a regardé comme si elle voulait parler, mais ne savait pas comment. Je me suis tenue au centre de cette pièce et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de la remise des diplômes. Invisible, entourée de gens et complètement seule. J'ai mis mon manteau et j'ai embrassé le bébé de ma cousine Camille sur le front. Nicolas était déjà à la porte, les clés à la main, la mâchoire serrée, et je suis sortie de cette maison pour la dernière fois. Le silence est une chose étrange. On pourrait penser que ce serait paisible. 2 ans sans les appels téléphoniques, les culpabilisations, les chants de mine défaite. 2 ans sans entendre ma mère soupirer théâtralement ou mon père expliquer pourquoi Chloé avait besoin de plus. Mais le silence n'est pas vide. Il est rempli des choses dont les autres le remplissent. Quelques semaines après ce Noël, mes parents avaient une histoire et ils la racontaient à tout le monde. Philippe appelait les proches. Sylvie acculait les amis à l'église. Le récit était net et simple, Clara est mentalement instable. Nicolas l'isole de la famille. Elle a besoin d'une aide professionnelle. Ma cousine Camille m'a appelé en janvier. Ta mère m'a dit que tu voyais un thérapeute.
Et elle a dit que tu avais eu une sorte de crise à Noël. Ça va? Je n'avais jamais dit à personne que je voyais un thérapeute parce que ce n'était pas le cas. Ma mère l'avait fabriqué de toutes pièces et l'avait servi à des gens qui lui faisaient confiance. Ça a empiré. Philippe a appelé mon ancien patron, un homme pour qui j'avais travaillé pendant mes études, pour prendre de mes nouvelles. Dans une ville aussi petite, un tel appel n'est pas une preuve d'inquiétude. C'est une grenade avec une mèche polie. Camille m'a dit plus tard que mon père me décrivait à des proches comme étant peut-être un danger pour elle-même. C'étaient ses mots. Il a instrumentalisé le langage de la santé mentale contre sa propre fille parce qu'elle avait refusé de donner 5 000 € et de rester silencieuse pendant que sa mère la traitait de défectueuse devant la famille. Un par un, les appels se sont arrêtés. Des tantes dont j'avais des nouvelles à Pâques, des cousins qui envoyaient des SMS d'anniversaire. Puis le cercle s'est resserré autour de Philippe et Sylvie comme un cordon, et j'étais à l'extérieur. Au printemps, la seule personne de mon ancienne vie qui appelait encore était Camille. Nicolas et moi avons déménagé dans une ville à 45 minutes à l'est, assez près pour revenir si je le voulais. Assez loin pour ne pas avoir à voir mon père à la quincaillerie le samedi. J'ai été promu comptable senior dans un cabinet qui ne connaissait pas ma famille et ne posait pas de questions. L'entreprise de Nicolas a grandi. Il a embauché un deuxième électricien, puis un troisième. Nous avons racheté une petite maison avec une véranda, un jardin et une fenêtre de cuisine qui captait la lumière du matin. C'était une vie tranquille, une belle vie. Mais à chaque Noël, je me retrouvais à regarder mon téléphone, à faire défiler d'anciens contacts, à hésiter sur des noms que je ne pouvais pas me résoudre à supprimer. Personne n'appelait, pas une seule fois. Nicolas ne m'a jamais forcé. Il s'asseyait avec moi sur le canapé, un jeu en mode silencieux, et il était juste là. Une nuit, je lui ai demandé, « Penses-tu que j'ai fait une erreur ?» Il n'a pas hésité, « Tu sauras quand tu seras prête. » Et si ce jour n'arrive jamais, c'est bien aussi. J'ai dépassé la maison de campagne une fois, la maison de Papy Armand sur le chemin du Moulin Neuf. Le quai commençait à pencher. La peinture des volets était devenue grise. J'ai ralenti, mais je ne me suis pas arrêtée. Ça faisait trop mal. Tout dans cette maison était lui. L'odeur de cèdre, le bruit de la porte moustiquaire, la façon dont il avait toujours un milkshake au chocolat qui m'attendait le vendredi quand il venait me chercher à l'école. J'ai continué ma route. 2 ans se sont écoulés ainsi. Des jours ordinaires empilés les uns sur les autres. Je guérissais lentement, irrégulièrement, mais je guérissais. Puis, un mardi de mars, une enveloppe est arrivée, mais elle portait l'adresse d'un cabinet d'avocats que je n'avais jamais vu auparavant, et elle était adressée spécifiquement à Clara Mercier. Cette enveloppe est restée sur mon comptoir de cuisine pendant 2 jours avant que je ne l'ouvre. 2 ans de silence, puis une lettre d'un avocat. Si vous avez déjà coupé les ponts avec quelqu'un de votre famille et que vous avez ensuite reçu cet appel ou cette lettre inattendue, vous connaissez ce sentiment. Cette boule au ventre. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires, avez-vous déjà reçu une lettre qui a tout changé? Je l'ai ouverte à la table de la cuisine un jeudi matin, alors que Nicolas était déjà au travail. Le café était encore chaud. La maison était silencieuse. La lettre venait de Maître Lefebvre, avocat basé dans la ville de mes parents. En tête professionnelle, police nette, une page, et elle stipulait que Philippe Mercier initiait la vente d'une propriété résidentielle au 14, chemin du Moulin Neuf, la maison de campagne de Papy Armand, et qu'en tant qu'héritière potentielle de la succession d'Armand Mercier. Il m'était demandé de signer un acte de renonciation rapide, une équité splendide, renonçant à toute prétention sur la propriété. Il y avait une ligne de signature en bas, un délai de 30 jours et un numéro de téléphone pour le cabinet de Maître Lefebvre. Je l'ai lu 3 fois. 2 ans, pas une carte d'anniversaire, pas un « Comment vas-tu ?», pas même un email en chaîne transféré, et la première fois que ma famille me contacte, c'est par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats me demandant de céder la dernière chose que Papy Armand ait jamais touchée. J'ai posé la lettre et j'ai regardé à travers la cuisine la petite étagère en bois que Nicolas avait construite au-dessus de la cuisinière. Dessus se trouvait la boîte à pêche de Papy Armand. En bois de cèdre, charnière en laiton, ses initiales gravées sur le couvercle.
Comme s'il me l'avait laissé dans son testament. Ça sentait encore l'eau du lac et l'huile de lin. À l'intérieur de cette boîte à pêche, nichée au fond, se trouvait une enveloppe scellée que j'avais gardée pendant 7 ans. Je l'avais trouvée en rangeant ses affaires après les funérailles. Papier jauni scellé avec son écriture sur le devant, pour Clara, quand tu en auras besoin. Je ne l'avais jamais ouverte. Je pensais que c'était une lettre d'adieu, quelque chose de sentimental, quelque chose qui me ferait pleurer. Cette nuit-là, pour la première fois en 7 ans, j'ai ouvert l'enveloppe de papier Armand. Mes mains étaient fermes jusqu'à ce que je brise le seau. À l'intérieur se trouvaient 2 choses. Le premier était un document juridique, un papier épais estampillé et notarié. L'en-tête indiquait « Acte de fiducie irrévocable, fiducie familiale Armand R. Mercier ». En dessous, en caractères nets, la propriété au 14, chemin du Moulin Neuf, communément appelée la maison de campagne, était détenue en fiducie irrévocable. Le fiduciaire était Maître Bernard, l'avocat personnel de Papier Armand. Le bénéficiaire unique était listé à la page 3, Clara Hélène Mercier. Le second élément était une simple feuille de cahier, pliée 2 fois. Son écriture penchait, délibérée, la façon dont un homme écrit quand ses mains sont fortes, mais sa patience avec les stylos est limitée. Clara, je connais ton père. Il a de bonnes intentions, mais il ne voit pas clair quand il s'agit de ta sœur. Cette maison est à toi. Elle a toujours été à toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Papy, je me suis assise sur le sol de la chambre, le dos contre la commode, et j'ai pleuré. Pas le genre de pleurs qui vous brise. Le genre qui remet quelque chose en place. Il savait. Avant même que je ne quitte ce dîner de Noël, avant même que je ne rencontre Nicolas, avant même que je ne cesse de répondre aux appels de mon père, Papier Armand l'avait vu. Tout cela. Et il ne s'est pas contenté de me plaindre, il a agi. Nicolas est rentré à la maison ce soir-là et m'a trouvée assise là, les papiers étalés sur la courte pointe. Il s'est assis par terre à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule et n'a pas dit un mot. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Bernard. Il a répondu à la 2e sonnerie. La fiducie est valide, a-t-il dit. Elle n'a jamais été contestée, et le nom de votre père n'apparaît nulle part dans les documents. Il m'a vu. Il m'a toujours vu. J'ai appelé le cabinet de Maître Lefebvre cet après-midi-là. La réceptionniste avait le genre de voix qui vous dit qu'elle a déjà décidé pourquoi vous êtes là. Vous appelez pour retourner le document signé, mademoiselle Mercier ? J'aimerais venir, ai-je dit. J'ai quelques questions sur le document avant de signer. Une pause, un clavier qui clique. Maître Lefebvre est disponible vendredi à 10h. Vendredi, ça marche. J'ai raccroché et j'ai rappelé Maître Bernard. Je lui ai demandé de préparer des copies certifiées conformes de l'acte de fiducie, du dépôt original, du tampon du département, de la liste des bénéficiaires, de tout. Je l'aurai prêt pour jeudi, a-t-il dit. Puis, prudemment, mademoiselle Mercier, voulez-vous que je sois présent à la réunion ? Non, mais j'aimerais que vous soyez joignable par téléphone. Compris. J'ai passé les 5 jours suivants à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 ans. Je me suis préparé, pas émotionnellement. J'avais dépassé cela. Je me suis préparé comme une comptable se prépare à un audit. Documents en ordre, faits alignés, rien laissé à la supposition. J'ai lu l'acte de fiducie de bout en bout 3 fois. Et j'ai consulté les registres de dépôt du greffier du département en ligne pour confirmer la date de transfert. J'ai comparé cela avec les registres de succession de l'héritage de Papier Armand et j'ai confirmé ce que Maître Bernard m'avait dit. La maison de campagne avait été transférée à la fiducie avant la mort d'Armand. Elle n'est jamais passée par la succession. Philippe n'en a jamais hérité. Il a juste supposé que c'était le cas. Et personne ne lui a jamais dit le contraire parce que la seule personne qui savait était Papier Armand, et Papier Armand avait ses raisons. Nicolas m'a demandé jeudi soir si je voulais qu'il vienne avec moi. J'ai secoué la tête. Ça, c'est à moi. Il m'a embrassé sur le front et m'a tendu un thermos de café pour la route. La nuit précédant la réunion, Camille a appelé. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit.
Ton père a appelé tout le monde, pas seulement la famille. Tout le monde. Il est stressé, Clara. Vraiment stressé à propos de la maison? À propos du magasin de Chloé? C'est en grande difficulté. Elle a contracté des prêts commerciaux. Ton père les a tous contresignés. Je me suis assise sur la véranda et j'ai laissé l'information se déposer. Les grillons étaient bruyants. Nicolas faisait la vaisselle à l'intérieur. Camille a continué, il y a 8 mois, ton père a refinancé l'hypothèque de leur maison de la rue des Bouleaux, et a mis l'argent dans la boutique. Ta mère a signé. Maintenant, la boutique coule, les prêts sont dus, et ton père doit à la banque en vertu de sa garantie personnelle. Je crois que c'est environ 180 000 €. 180 000 €. Mon père, le banquier, le responsable, l'homme qui m'avait dit que Nicolas était un déclassement, avait parié sa retraite et sa maison sur la boutique de vêtements de Chloé. Il a trouvé un acheteur pour la maison de campagne, a dit Camille. 320 000 €, assez pour couvrir la garantie et maintenir la boutique à flot pendant 6 mois de plus. Et la seule chose qui se dresse entre lui et cette vente, c'est ta signature. Clara, il a dit à tout le monde que tu signerais. Il a dit, Clara n'a de toute façon aucune utilité pour cette maison. J'ai fixé la ligne sombre des arbres au-delà de notre jardin. Le même ciel s'étendait sur le chemin du Moulin Neuf. Merci de me l'avoir dit, Camille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais à cette réunion. Vendredi est arrivé. J'ai posé la boîte à pêche de papier Armand sur le siège passager, celle qui sentait encore le cèdre et l'eau du lac. J'ai glissé le dossier des documents de fiducie dans mon sac. Puis j'ai roulé 45 minutes pour retourner dans la ville que j'avais quittée. Le trajet était une mémoire musculaire. Je n'avais pas besoin de GPS. Mes mains connaissaient les virages avant que mon cerveau n'enregistre les panneaux routiers. Puis, j'ai dépassé la station Total où Papy Armand m'achetait des milkshakes au chocolat tous les vendredis. J'ai dépassé le collège où j'avais gagné un concours d'orthographe et où personne de ma famille n'était dans le public parce que Chloé avait un récital de danse le même soir. J'ai dépassé l'intersection du Chêne et de la 3e, où le pick-up de Papy Armand restait au ralenti, m'attendant avec la fenêtre baissée et la radio allumée. La ville n'avait pas changé. Les mêmes devantures en briques sur la Grand-Rue. La même fresque murale délavée sur le côté de la quincaillerie, le même clocher d'église perçant les arbres comme un doigt pointant vers le ciel avec conviction. J'ai ralenti au feu de l'orme, j'ai baissé les yeux sur le dossier sur le siège passager. Copie certifiée, tampon du département, acte de fiducie, carte de visite de Maître Bernard. J'ai repensé à la dernière fois où j'avais interrogé mon père sur la succession de Papy Armand. C'était lors de la réception funéraire, 3 jours après l'enterrement. J'avais 25 ans, les yeux rougis, tenant une assiette de nourriture que je ne pouvais pas manger. Papy a-t-il laissé un testament? Vais-je demander. Philippe avait à peine levé les yeux de sa conversation. Il n'avait pas grand-chose. La maison de campagne me revient en tant que plus proche parent. C'est comme ça que ça marche. Il l'avait dit comme il disait la plupart des choses, comme un homme tellement habitué à avoir raison qu'il avait cessé de vérifier. Il n'avait jamais engagé d'avocat, n'avait jamais cherché dans les registres du département, n'avait jamais envisagé la possibilité que son propre père ait pu faire un plan différent. Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Je ne retournais pas me battre. Je retournais terminer ce que Papy Armand avait commencé. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques rouges sur la Grand-Rue, au-dessus d'un cabinet dentaire. L'escalier sentait la vieille moquette et le café qui avait réchauffé depuis l'aube. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture attachées par une chaîne, m'a toisé de haut en bas quand j'ai donné mon nom. « Asseyez-vous, mademoiselle Mercier. Maître Lefebvre sera avec vous sous peu. » Il y avait quelque chose dans son ton, pas exactement grossier, plus comme une sympathie répétée, le genre de voix que les gens utilisent quand ils ont déjà entendu une version de votre histoire et ont décidé qui est le méchant. Je me suis assise sur une chaise en vinyle à côté d'une fougère qui perdait l'envie de vivre. J'ai ouvert mon sac, vérifié le dossier une dernière fois. Acte de fiducie, copie certifiée, reçu de dépôt du département,
carte de maître Bernard avec son numéro direct encerclé au stylo, la lettre manuscrite de Papy Armand scellée dans une pochette transparente, tout était là. J'ai fermé le dossier et posé mes mains dessus. Mais mon cœur était calme, ma respiration régulière. J'avais passé 2 ans à être traité d'instable par des gens qui n'arrivaient pas à maintenir une boutique ouverte pendant 18 mois. Je pouvais gérer une salle de conférence. L'horloge du couloir a dépassé 9h58. Un téléphone a sonné quelque part derrière le comptoir. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Mademoiselle Mercier. La voix de maître Lefebvre était polie. Cinquantaine, tempes argentées. Le genre d'homme qui dit « réglons ça rapidement » et s'attend à ce que cela se produise. Il s'est écarté et a fait un geste vers la salle de conférence. Je me suis levée, j'ai glissé mon sac sur mon épaule et j'ai franchi la porte. Et là, assis au bout de la table, chemise repassée, les mains croisées devant lui, se trouvait mon père. Philippe a levé les yeux quand je suis entrée. Même mâchoire, même posture, même façon de prendre possession d'une pièce comme s'il l'avait déjà mesurée et trouvée acceptable. « Bonjour, Clara. » Sa voix était calme, douce, égale. Le registre du père inquiet, juste assez bas pour paraître attentionné, juste assez contrôlé pour vous rappeler qui était en charge. Je me suis arrêtée à 2 pas de l'entrée et j'ai regardé maître Lefebvre. On m'a dit que c'était une réunion entre votre bureau et moi. Maître Lefebvre a ajusté sa cravate. Monsieur Mercier a demandé à être présent. J'ai pensé que cela pourrait faciliter les choses. Faciliter ? J'ai répété le mot comme on tiendrait un vêtement de la mauvaise taille. Je l'ai étudié, l'ai remis sur le cintre. Je me suis assise en face de mon père, j'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi, j'ai placé mon dossier sur la table, sans l'ouvrir. Philippe s'est penché en avant, les coudes sur le bois d'acajou, et a souri. « Assieds-toi, ma chérie. Faisons ça vite. Je sais que tu es occupée. » Je le suis. « Regarde, » a-t-il dit, penchant la tête d'une manière qui était censée paraître conciliante. Je sais que les choses ont été difficiles, mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de la maison. Ton grand-père aurait voulu cela. Il a utilisé le nom de Papy Armand. Il était assis en face de moi dans la salle de conférence d'un avocat, la première fois que nous étions dans le même espace depuis 2 ans, et il a utilisé le nom de la seule personne qui ait jamais été de mon côté pour essayer de me faire changer d'avis. Mes doigts reposaient sur le bord de mon dossier. C'est là que j'ai su que cela ne se terminerait jamais si je n'y mettais pas fin. Pas avec colère, pas avec une scène, mais avec la vérité. Assis dans un dossier en carton sur une table de conférence, attendant d'être lu, Philippe s'est redressé sur sa chaise et est passé en mode vente. La même cadence qu'il utilisait à la banque pour expliquer les termes de prêt à des gens qui ne lisaient pas les petits caractères. « La maison est vide depuis des années », a-t-il dit. « Personne ne l'utilise. J'ai un acheteur prêt à conclure à 320 000 €. L'entreprise de ta sœur a besoin d'un prêt relais, et cela résout le problème proprement. » Maître Lefebvre a glissé un document sur la table. J'ai baissé les yeux. Acte de renonciation en gras en haut. Une ligne de signature en bas avec mon nom tapé en dessous. Je l'ai pris et l'ai lu lentement. Chaque mot, chaque clause. La pièce était silencieuse, sauf pour mon père qui tapotait son index sur la table, un rythme qu'il ne savait probablement pas qu'il produisait. J'ai posé le document. Vous ne m'avez pas demandé comment j'allais. Philippe a cligné des yeux. Quoi ? En 2 ans, c'est le premier contact et il est venu par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats. J'ai gardé ma voix neutre, pas en colère, juste claire. Vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas écrit, vous avez envoyé un avocat. Il s'est agité sur sa chaise. Et nous avons essayé de te joindre. Mon numéro de téléphone n'a pas changé. Maître Lefebvre a éclairci sa gorge. Philippe l'a ignoré. Clara, je ne suis pas là pour ressasser le passé. Je suis là pour gérer une propriété. C'est tout. Et si je ne signe pas ? Le tapotement s'est arrêté. La mâchoire de Philippe s'est serrée comme elle le faisait toujours quand quelqu'un contestait un chiffre sur son tableau. Alors nous attendrons tous plus longtemps.
Ça coûtera plus d'argent à tout le monde. Ne complique pas les choses, Clara. Ne complique pas les choses. Le même homme qui avait dit à 15 personnes que j'étais mentalement malade. Le même homme qui avait manqué ma remise de diplôme. Le même homme qui avait traité mon mari de déclassement. Ne complique pas les choses. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais comprendre pourquoi on ne m'a pas informé de la vente avant qu'un avocat ne m'envoie une lettre. L'expression de Philippe a changé. Pas exactement une fissure, mais un réajustement. Il s'est tourné vers Maître Lefebvre comme un homme se tourne vers un banc des témoins. Nous n'avons pas pu la joindre, a-t-il dit. Non pas à moi, à l'avocat. Elle a coupé les ponts avec toute la famille il y a 2 ans. Aucune explication. Aucune explication, ai-je répété. Sylvie et moi avons tout essayé. Philippe a secoué lentement la tête, jouant la tristesse comme il jouait tout avec structure. Elle a traversé une période difficile. Il recommençait. La même stratégie, les mêmes indications scéniques. Dire à la pièce que je suis brisée. Faire en sorte que la pièce le plaigne. Maître Lefebvre écrivait quelque chose sur son bloc-notes juridique. Je ne pouvais pas le voir. Son mari, a ajouté Philippe, baissant la voix d'un ton, a été un peu contrôlant. Nous nous inquiétons pour son environnement. J'ai senti mon pouce accélérer, non pas par peur, mais par la précision de tout cela. 2 ans plus tard. Oh, et le script n'avait pas changé d'un seul mot. Il l'avait répété tant de fois que cela sonnait comme l'évangile. Maître Lefebvre a posé son stylo et m'a jeté un coup d'œil. Je pouvais voir la question se former derrière ses yeux, est-ce vrai? Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas corrigé le tir. Je n'ai pas énuméré les preuves. J'ai regardé mon père, j'ai soutenu son regard et j'ai dit, avez-vous terminé? Quelque chose a changé sur son visage. Le sourire n'a pas disparu. Il s'est figé comme un projecteur qui s'arrête sur une image. J'avais vu mon père gérer la résistance auparavant. Des employés, des demandeurs de prêts, moi quand j'étais plus jeune. Il ne m'avait jamais vu cesser de résister. Le téléphone de Philippe a vibré sur la table. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et a levé un doigt. Une seconde, a-t-il répondu. Le haut-parleur n'était pas activé, mais dans une pièce si silencieuse, avec le genre de haut-parleur bon marché que Philippe possédait, vous n'en aviez pas besoin car la voix de Chloé est passée, aiguë et mince. Elle a signé? Papa, je dois savoir avant lundi. Le propriétaire menace de changer les serrures. Philippe a mis sa main en coupe sur le téléphone. Je m'en occupe. Donne-moi 1 heure. Mais Chloé était déjà en pleine phrase. Dis-lui juste que c'est pour la famille. Elle cède toujours quand tu dis ça. Les mots ont atterri au centre de la table comme un ver heurtant du bois dur. Philippe a retiré le téléphone de son oreille et a mis fin à l'appel, son cou rougi jusqu'au col. Maître Lefebvre regardait son bloc-notes juridique. J'ai croisé les mains. Elle cède toujours quand tu dis ça, ai-je répété doucement. Mot pour mot. Philippe a posé le téléphone face contre table. Elle est sous beaucoup de pression. Ne le prends pas, je ne prends rien, ai-je dit. J'écoute juste. J'ai regardé Maître Lefebvre. Il n'avait toujours pas levé les yeux, mais le stylo dans sa main avait cessé de bouger. C'était la négociation pour laquelle mon père s'était préparé. Pousser le papier sur la table, invoquer le nom de Papy Armand, attendre que la fille obéissante signe, et rentrer chez soi avant midi. Au lieu de cela, il était assis dans une pièce où sa fille cadette venait de confirmer à haute voix à un témoin que tout cela était une performance, une machine. Appuyez sur le levier. Regardez Clara s'effondrer. Je ne me suis pas effondrée. Et dans ce petit silence, après que la voix de Chloé se soit estompée et que la pièce se soit remise à 0, j'ai pris une décision. Ils n'obtiendraient pas une signature. Ils obtiendraient une conversation qu'ils auraient dû avoir il y a 2 ans. Philippe s'est levé. La chaise a grincé sur le sol. Clara, j'ai été patient. Signe le papier. Il a pointé l'acte de renonciation comme si c'était un grand livre qui ne s'équilibrait pas.
Cette maison ne signifie rien pour toi. Tu n'y es pas allé depuis des années. Vous avez raison, ai-je dit. Je n'y suis pas allé parce que la dernière fois que je suis venu, vous avez dit à mon mari qu'il était un déclassement. Philippe a agité la main. C'était une blague. Ce n'était pas drôle. 3 mots. Je les ai laissés là. Philippe a appuyé les 2 paumes à plat sur la table. Tu sais quel est ton problème? Tu en veux aux gens. Ta mère avait raison. Tu as besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Maître Lefebvre a levé la main. Monsieur Mercier. Restons productifs. Philippe ne l'a pas regardé. Ses yeux étaient fixés sur moi. Si tu ne signes pas ça, a-t-il dit, sa voix tombant dans le registre qu'il utilisait pour refuser les demandes de prêt, je prendrai des mesures légales. Je déposerai une motion de clarification de titre. Un juge te fera signer. Je me suis tourné vers Maître Lefebvre. Peut-il faire ça? Maître Lefebvre s'est déplacé. Il existe des voies légales, mais ne nous emballons pas. D'accord, ai-je dit. Les 2 hommes se sont arrêtés. D'accord. J'ai tendu la main vers mon sac et j'ai sorti le dossier sur la table. La pièce s'est sentie comme la seconde avant qu'un fusible ne s'enclenche. Avant d'aller plus loin, ai-je dit, j'ai quelque chose que j'aimerais vous montrer. J'ai vu les yeux de mon père tomber sur le dossier. Il ne savait pas ce qu'il contenait. Ni Maître Lefebvre, mais quelque chose dans l'air a changé. La façon dont une pièce change quand la personne censée perdre cesse d'agir comme telle. J'ai déclipsé le dossier et l'ai ouvert, et j'ai posé la première page face visible sur la table. Le document a glissé sur l'acajou avec le léger sifflement d'un bon papier sur du bois poli. Philippe a baissé les yeux. L'entête en gras était impossible à manquer, acte de fiducie irrévocable. Fiducie familiale Armand R. Mercier. C'est un acte de fiducie irrévocable, ai-je dit. Déposé il y a 7 ans par Armand Mercier auprès du bureau du greffier du département. La tête de Philippe s'est inclinée. De quoi parles-tu? Il me nomme, Clara Mercier, unique bénéficiaire de la propriété de la maison de campagne. Le fiduciaire est Maître Bernard, l'avocat de Papy Armand. J'ai poussé le document complet, les 8 pages, copie certifiée, tampon du département sur le devant, au centre de la table. Vous êtes libre de le lire. Le silence qui a suivi avait un poids. Il a pressé contre les murs de cette salle de conférence comme un souffle retenu. Philippe n'a pas touché les papiers. Ses yeux sont allés du document à mon visage et vice-versa, comme s'il attendait que l'un d'eux explique l'autre. Maître Lefebvre, lui, a immédiatement saisi l'acte de fiducie. Il est passé à la première page. Il l'a lu. Il est passé à la 2e. Il l'a lu aussi. Puis il a retiré ses lunettes, a pressé l'arête de son nez et a posé le document très délicatement, comme s'il pouvait exploser. Et il a regardé Philippe. J'ai assisté à suffisamment de réunions, de revues trimestrielles, d'audits fiscaux, d'appels de conformité pour reconnaître le moment exact où un professionnel réalise que le terrain sous la conversation a changé. L'expression de Maître Lefebvre n'a pas changé de façon dramatique. Il n'a pas haleté. Il n'a pas juré. Il a juste regardé mon père comme un chirurgien regarde une radiographie quand la fracture est pire que prévu. Et Philippe, toujours debout, toujours penché sur la table les 2 mains, a finalement cessé de parler. Le regard sur le visage de cet avocat, je ne l'oublierai jamais. J'ai passé 2 ans à me demander si j'étais folle de m'être éloignée. 2 ans à entendre par oui dire que mes propres parents disaient aux gens que j'étais brisée. Et puis je me suis assise dans une pièce et j'ai vu la vérité se déposer sur une table en noir et blanc. Si vous avez déjà été mise en doute par les personnes censées croire en vous, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Celle-ci est pour vous. Maître Lefebvre a posé le document et a regardé Philippe. Comme un homme regarde un client qui vient de rendre son travail considérablement plus difficile. Monsieur Mercier, a-t-il dit, et la formalité dans sa voix était nouvelle. Étiez-vous au courant que votre père avait établi une fiducie irrévocable pour cette propriété? La bouche de Philippe s'est ouverte, fermée, rouverte. Ce n'est pas possible.
La maison faisait partie de sa succession. Elle m'est revenue par voie de succession. Maître Lefebvre a repris l'acte de fiducie, est allé à la page de dépôt et a lu la date. Puis il a regardé Philippe. Selon ce document, la propriété a été transférée à la fiducie 3 ans avant le décès de votre père. Mais si cela est exact, et le cachet de dépôt du département le suggère, la maison de campagne n'aurait pas dû passer par la succession. Elle aurait été entièrement exclue de la succession. Philippe a fixé la pièce du regard. C'est impossible. Le bureau du greffier du département aurait l'original en dossier, a continué Maître Lefebvre, parlant maintenant avec le calme délibéré d'un homme mesurant chaque mot pour la responsabilité. Je vous recommande de vérifier, mais cette copie semble dûment exécutée et notariée. Philippe s'est tourné vers moi. Son visage avait pris la couleur d'une vieille cloison sèche. Où as-tu eu ça? De Papy Armand. Il ne ferait jamais, la voix de Philippe s'est brisée. Il n'agirait pas dans mon dos comme ça. J'ai soutenu son regard. Il n'a pas agi dans votre dos. Il a protégé sa petite fille. J'ai fait une pause. Il y a une différence. La salle de conférence était l'endroit le plus silencieux d'Auvergne. L'horloge murale tic-tac. Quelque part dehors, un camion a rétrogradé sur la Grand-Rue. Philippe s'est lentement rassis. Ses mains, qui avaient pointé, commandé et tapoté toute la matinée, reposaient à plat sur la table. Elles tremblaient. Maître Lefebvre a desserré sa cravate d'1 centimètre et s'est tourné vers moi. Mademoiselle Mercier, avez-vous les coordonnées du fiduciaire? Je lui ai tendu la carte de Maître Bernard. Maître Lefebvre a composé le numéro sur le haut-parleur de la salle de conférence. Ça a sonné 2 fois. La voix de Maître Bernard est passée, mesurée, tranquille, la voix d'un homme qui attendait cet appel depuis 7 ans. Maître Lefebvre s'est identifié et a posé la question directement. Maître Bernard, pouvez-vous confirmer l'existence et la validité d'une fiducie irrévocable établie par Armand Mercier concernant la propriété au 14, chemin du Moulin Neuf? Oui. Je l'ai rédigée moi-même et la fiducie a été exécutée et déposée auprès du département il y a 7 ans. Armand Mercier l'a doté de la propriété de la maison de campagne de son vivant. Clara Mercier est l'unique bénéficiaire désignée. La propriété n'a jamais fait partie de la succession d'Armand Mercier et n'est pas passée par la succession. Maître Lefebvre a écrit rapidement. Philippe est resté immobile. La fiducie est-elle actuellement active et incontestée? A demandé Maître Lefebvre. Active et incontestée. Je sers de fiduciaire. Maître Lefebvre l'a remercié et a mis fin à l'appel. Puis il s'est tourné vers Philippe avec la posture prudente d'un homme annonçant une nouvelle qu'il ne voulait pas annoncer. Monsieur Mercier, je vais devoir suspendre cette procédure. L'acte de renonciation que j'ai préparé n'est pas applicable. Mademoiselle Mercier n'a aucun droit à renoncer car la propriété n'a jamais fait partie de la succession de votre père pour commencer. Philippe a secoué la tête. C'est la maison de ma famille. J'ai grandi là-bas. Je comprends, mais légalement, depuis 7 ans, elle appartient à la fiducie, et l'unique bénéficiaire est votre fille. Maître Lefebvre a fait une pause, sa voix a légèrement baissé. Monsieur Mercier, je devrais également mentionner que si vous avez représenté à l'acheteur que vous déteniez un titre de propriété clair sur cette propriété, cela pourrait créer un problème juridique distinct. Philippe s'est repoussé de la table. Les pieds de la chaise ont tremblé sur le sol. Tu as planifié ça. Sa voix était tendue, oscillant entre accusation et quelque chose de plus proche de la peur. Tu as gardé ça pendant 7 ans, à attendre. Je n'ai rien planifié. Ma voix n'a pas monté. Je n'ai même pas ouvert cette enveloppe avant que votre avocat ne m'envoie une lettre. C'est vous qui m'avez amené ici, papa. Le mot a heurté la pièce étrangement. Papa. Je ne l'avais pas appelé ainsi depuis 2 ans, et il a atterri plus lourdement que je ne l'avais prévu pour nous deux. Alors que Philippe appuyait les paumes de ses mains sur ses yeux. Quand il les a retirés, j'ai vu quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. Il avait l'air vieux, pas seulement fatigué, diminué, comme si quelqu'un avait tiré un fil, et que tout le motif se défaisait. Clara, tu ne comprends pas, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée en son centre.
Si je ne peux pas vendre cette maison, ta sœur, l'entreprise, j'ai tout contresigné. Ta mère et moi avons refinancé la maison. Nous pourrions la perdre. Notre maison. J'ai entendu le désespoir. Oui. Et une partie de moi, la partie qui avait passé 18 ans à essayer de gagner son attention, voulait tendre la main à travers la table. Mais je suis restée là où j'étais. Vous avez contresigné le prêt commercial de Chloé, ai-je dit. Vous avez refinancé votre hypothèque pour son magasin. Vous avez tout mis en jeu pour elle. Et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais, pas une seule fois, appelé pour demander comment j'allais. La bouche de Philippe s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Et maintenant, vous voulez que j'abandonne la seule chose que Papy Armand m'ait laissée pour que vous puissiez résoudre un problème que je n'ai pas contribué à créer. Il aurait voulu que nous soyons une famille. Il aurait voulu que vous soyez un père pour vos 2 filles. La pièce a retenu son souffle. Maître Lefebvre a rassemblé son bloc-notes juridique et s'est levé. Il avait la posture d'un homme essayant de quitter une pièce sans trébucher. Je pense qu'il est préférable d'ajourner, a-t-il dit. Monsieur Mercier, je vous recommande de consulter un avocat spécialisé dans le contentieux des fiducies pour vos options. Mademoiselle Mercier, vous êtes libre de partir. Je me suis levée, j'ai rassemblé les documents de fiducie et les ai remis dans mon dossier. L'acte de renonciation était toujours au centre de la table, non signé, comme un chèque sans provision. Philippe n'a pas bougé, et il est resté assis, les mains à plat sur la table, fixant le grain du bois comme si la réponse pouvait se trouver quelque part dans l'acajou. Clara, je me suis arrêtée à la porte. S'il te plaît. Un seul mot, dépouillé de posture, dépouillé de stratégie, juste un homme dans une salle de conférence qui n'avait plus de cartes à jouer. Je l'ai regardé et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu la version de lui d'avant. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo sur le chemin du Moulin Neuf, qui me laissait diriger le bateau même si j'allais toujours trop à gauche. Qui, une fois, quand j'avais 7 ans, m'avait porté sur quelques centaines de mètres sous la pluie parce que j'avais perdu ma chaussure dans la boue et qu'il ne voulait pas que je marche pieds nus. Cet homme existait. Il était juste enterré quelque part sous les feuilles de calcul, le favoritisme et la peur de l'échec de Chloé. Vous avez mon numéro, ai-je dit. Il n'a pas changé. J'ai traversé le hall, dépassé la réceptionniste, descendu l'escalier qui sentait la vieille moquette, et suis sorti par la porte principale. Je suis resté dans ma voiture pendant 5 minutes, moteur éteint, les mains sur le volant. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Le genre de fatigue que 2 ans de silence ne répare pas. Mais la réunion n'était pas la fin. Philippe n'est pas rentré chez lui. Il est allé à la maison de campagne et il a emmené Sylvie et Chloé avec lui. Camille m'a appelé ce soir-là. Sa voix avait le ton prudent de quelqu'un qui essaie de ne pas vous alarmer tout en vous livrant des nouvelles alarmantes. Ton père est allé à la maison de campagne après la réunion. Ta mère et Chloé sont avec lui. Elles sont à l'intérieur. J'étais debout au comptoir de la cuisine, toujours dans la blouse que j'avais portée au cabinet de Maître Lefebvre. Nicolas a levé les yeux de la cuisinière. Ils ne peuvent pas la vendre, ai-je dit. Ils ne peuvent pas la transférer. Légalement, ils ne peuvent rien faire. Je sais, mais ton père a dit à ta mère que c'est leur maison de famille et qu'aucun bout de papier ne change cela. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai regardé le plafond. Nicolas a éteint le brûleur. Que veux-tu faire? Maître Bernard. Maître Bernard a décroché à la première sonnerie cette fois. J'ai expliqué la situation. Il a écouté sans m'interrompre, une qualité que je commençais à profondément apprécier. Ils ne peuvent rien faire à la propriété, a-t-il dit. Ils ne peuvent pas la vendre, la louer ou l'hypothéquer. S'ils refusent de partir, j'enverrai une lettre de mise en demeure formelle. S'ils refusent toujours, nous porterons plainte pour intrusion. J'ai fermé les yeux. Je ne veux pas que mon père soit arrêté à la maison de campagne. Alors espérons qu'il fera un choix plus judicieux. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Nicolas me regardait de l'autre côté de la cuisine avec l'expression qu'il a quand il a déjà compris le schéma de câblage, mais qu'il attend que vous lui demandiez de le dessiner. Ils partiront, a-t-il dit.
Ton père est un banquier. À un moment donné, les chiffres vont l'emporter sur la fierté. Je voulais le croire. Je voulais croire que Philippe Mercier, un homme qui avait une fois refusé d'admettre qu'il avait trop cuit un steak pendant 45 minutes, reviendrait à la raison. Il ne l'a pas fait. Pas tout de suite. Samedi matin, Camille m'a envoyé une capture d'écran. Chloé avait posté une photo sur Facebook, la véranda de la maison de campagne, Sylvie tenant une tasse de café, Philippe debout derrière elle, les bras croisés, regardant l'eau. Légende, tant en famille à la maison de campagne de papy. Certaines choses valent la peine d'être défendues. J'ai fixé la photo pendant longtemps. Maintenant, Chloé était assise sur la chaise de papy Armand. Le fauteuil de jardin en bois vert qu'il avait construit lui-même l'été de mes 10 ans. J'avais poncé les accoudoirs. Il m'avait laissé peindre la première couche, disant que j'avais une main plus ferme que la sienne. Cette chaise était le dernier endroit où il s'était assis avant que ses jambes ne deviennent trop raides pour descendre au quai. Et Chloé posait dedans comme un accessoire. Les commentaires affluaient. Quelques proches, tellement contentes que vous soyez tous ensemble. Un voisin, cette maison renferme tant de souvenirs. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a demandé où j'étais. Un cousin, Thomas, à qui je n'avais pas parlé depuis 1 an, a écrit « Philippe a tout à fait le droit. C'est la maison de son père. » J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table de chevet. Nicolas m'a apporté du café sans que je le demande. Maître Bernard, ai-je dit. Dimanche après-midi, une lettre recommandée était en route. Maître Bernard a également envoyé une copie par email pour une plus grande immédiateté. La lettre disait « Vous occupez actuellement une propriété détenue en fiducie irrévocable. Ceci constitue une utilisation non autorisée de la propriété de la fiducie. Il vous est par la présente demandé de quitter les lieux dans les 72 heures. » Philippe n'avait plus affaire à une fille. Il avait affaire à une entité juridique, un dépôt de département, et un fiduciaire qui ne se souciait pas des dîners de Noël. Chloé a supprimé la publication Facebook dimanche soir. Le compte à rebours de 72 heures a commencé à tourner. Lundi matin, 41 heures restantes au compteur. Mon téléphone a sonné à 6h47. Le genre de matinée où quelqu'un a besoin d'une caution ou croit que l'urgence est une arme. C'était Sylvie. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Parce que même après tout, il y a un muscle dans votre poitrine qui se contracte quand votre mère appelle. 2 ans de silence ne l'atrophient donc pas complètement. Clara, sa voix était rauque. Elle avait pleuré où elle voulait que je le pense, avec ma mère, on ne savait jamais vraiment. S'il te plaît. Ton père ne dort pas, Chloé va tout perdre. Cela déchire notre famille. Je me suis assise sur le bord du lit. Nicolas était déjà réveillé à côté de moi, les yeux ouverts. Silencieux. Ça n'a pas commencé avec un document de fiducie, maman. Je sais que nous n'étions pas parfaits, mais est-ce vraiment ce que vous voulez? Prendre la maison pour nous punir? Je ne prends rien. Elle était déjà à moi. Un soupir à l'autre bout, aigu, offensé. Et je ne te punis pas. Je protège ce que papy Armand voulait. Votre grand-père ne voudrait pas ça. Sa voix est devenue dure. Il voudrait que nous soyons ensemble. J'ai une lettre de lui qui dit le contraire. Silence, un long silence, le genre où l'on peut entendre quelqu'un réorganiser toute sa compréhension d'une situation. Tu as changé, a-t-elle dit finalement. Ce n'était pas un compliment. J'espère bien. L'appel s'est terminé sans un au revoir. Sylvie a raccroché comme elle quittait toujours une conversation qu'elle ne pouvait pas contrôler, abruptement, pour pouvoir dire plus tard aux gens que l'autre personne était difficile. J'ai posé le téléphone. Nicolas m'a regardé. Ça va? J'ai hoché la tête. Elle a dit que j'avais changé. Il a presque souri. Il était temps que quelqu'un le remarque. Ils sont partis lundi après-midi. 53 heures, juste avant la limite. Camille m'a dit plus tard que Maître Lefebvre avait appelé Philippe une dernière fois. Si vous ne quittez pas les lieux, vous ferez face à une plainte pour intrusion,
et compte tenu des documents de fiducie, vous ne gagnerez pas. Philippe a chargé la voiture. Sylvie a ramassé la vaisselle qu'elle avait apportée de chez elle. Et Chloé a sorti un sac de courses avec lequel elle avait rempli le réfrigérateur, comme si elle emménageait pour de bon. Ils sont partis de la maison de campagne de la même manière qu'ils étaient partis de ma vie, sans me le dire, sans regarder en arrière, et sans jamais considérer que la maison n'avait jamais été à eux de réclamer. Je n'y suis pas allée tout de suite. J'ai attendu une semaine entière. Quand je suis finalement allée sur le chemin du Moulin Neuf, c'était un jeudi après-midi. Le ciel était plat et gris, le genre de ciel de printemps d'Auvergne qui ne sait pas s'il doit pleuvoir ou se résigner. La porte d'entrée était déverrouillée. À l'intérieur, l'endroit sentait la poussière et le vieux pain. La cuisine était propre. Sylvie avait essuyé les comptoirs avant de partir. Les coussins du canapé étaient droits. Les sols balayés. Sur la table de la cuisine, Philippe avait laissé une seule clé et un morceau de papier ligné déchiré. Son écriture était plus petite que dans mes souvenirs, ça n'a jamais été une question d'argent. Papa. Je l'ai lu, plié, mis dans ma poche de manteau. Je ne savais pas si c'était vrai. Je ne savais pas s'il le croyait. Je ne savais pas si ça importait. Je suis descendue au quai. Les planches craquaient sous mon poids. La chaise de papy Armand était là où elle avait toujours été, face à l'eau, face à la ligne des arbres, face à tout et à rien. Je m'y suis assise. Le lac était calme. Un héron a traversé l'anse, bas et sans hâte. Et pour la première fois en 2 ans, j'ai senti que j'étais exactement là où je devais être. Les chiffres ont rattrapé Philippe comme ils le font toujours, tranquillement puis tout à coup. Sans la vente de la maison de campagne, la bouée de sauvetage de 320 000 € s'est évaporée. L'acheteur s'est retiré. La boutique de Chloé n'a pas pu couvrir le loyer du trimestre suivant. En juin, elle a fermé définitivement ses portes. Elle a vendu l'inventaire à 40 centimes d'euros le dollar à un liquidateur de Saint-Étienne. La garantie personnelle de Philippe est devenue exigible. Il a vendu son pick-up, celui qu'il conduisait depuis que j'étais au lycée, et a retiré de son plan d'épargne retraite de manière anticipée, subissant la pénalité. Entre les deux, il a réuni environ 140 000 €, assez pour régler la garantie, pas assez pour réparer les dégâts. La retraite, que Philippe avait prévue à 62 ans, a été repoussée à 67 ans, peut-être plus tard. L'hypothèque qu'il avait refinancée planait toujours sur la maison de la rue des Bouleaux comme un système météorologique permanent. Dans une ville de cette taille, l'histoire a voyagé, non pas par les rubriques de Potin, mais par les allées, les parkings d'églises et le rayon des surgelés de Carrefour Market. Les gens ont commencé à poser des questions que Philippe ne pouvait pas écarter d'une poignée de main ferme. Pourquoi ne connaissait-il pas la fiducie de son propre père? Armand avait-il vraiment mis Philippe de côté? Et cette fille, celle qu'il disait instable. Elle avait les papiers tout le temps. Philippe a cessé d'aller au petit déjeuner du Rotary Club. Il a cessé de traîner à la banque après les heures de travail. Il entrait et sortait par l'entrée latérale et déjeunait à son bureau. Camille m'a raconté tout cela par bribes. Pas pour se réjouir et pas parce que je l'avais demandé. Elle me l'a dit parce qu'elle pensait que je méritais de savoir comment l'histoire dont j'avais été exilée se terminait. J'ai écouté. Je n'ai pas fêté. Je n'ai pas appelé Philippe pour dire « je vous l'avais dit ». Il n'y a aucune satisfaction à voir son père rapetisser. Il n'y a que la vérité et le silence qui la suit. Chloé a pris un poste d'assistante de direction dans un magasin de meubles de la ville voisine. Pas un mauvais emploi, un travail honnête, des horaires stables. Mais une longue chute par rapport à son titre de propriétaire de boutique, le titre qu'elle avait brodé sur ses cartes de visite et accroché à chaque conversation pendant 2 ans. Elle n'en a pas parlé sur Facebook. Sylvie s'est retirée de tout. Elle a cessé d'assister au groupe d'études bibliques des femmes qu'elle dirigeait depuis une décennie. Elle a cessé d'organiser le repas partagé des vendanges. Elle a cessé de se présenter au brunch du dimanche au café du Vieux Moulin où elle tenait cours chaque week-end d'aussi loin que je me souvienne. Camille m'a dit pourquoi. Les gens ne cessent de te demander. Comment va Clara? As-tu des nouvelles de Clara?
Ma mère ne savait plus quoi dire. Le récit qu'elle avait construit, pauvre Sylvie, abandonnée par sa fille instable, souffrant en silence, avait développé des fissures. Les documents de fiducie étaient du domaine public. La chronologie ne mentait pas. Et dans une petite ville, quand les faits commencent à dépasser la fiction, si le conteur perd son auditoire, je ne me sentais triomphante de rien de tout cela. Je ne voulais pas que ma mère soit embarrassée. Je voulais juste qu'elle arrête de réécrire ma vie pour les autres. Puis, 3 semaines après la fermeture de la boutique, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Chloé. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je suis désolée pour ce que j'ai dit au téléphone ce jour-là. Je l'ai lu assise sur le quai de la maison de campagne, les pieds pendant au-dessus de l'eau. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je ne l'ai pas supprimé. Une semaine plus tard, Camille a mentionné autre chose. Ton père a posé des questions sur toi. Il voulait savoir si tu allais bien. Il ne m'a pas demandé de le transmettre. Il a juste demandé. J'ai laissé cela s'installer. La famille élargie est revenue par morceaux. Pas tous. Pas tout d'un coup, mais suffisamment. Tante Christine a appelé en premier. Et c'est elle qui avait regardé le sol lors de ce dîner de Noël. Celle qui avait entendu Sylvie me traiter d'instable et n'avait rien dit. J'aurais dû parler ce soir-là, a-t-elle dit. Sa voix avait le poids de quelqu'un qui portait une phrase qu'elle ne pouvait pas lâcher. J'ai vu ce qui se passait et je n'ai pas dit un mot. Je suis désolée, Clara. Je l'ai remerciée. Je le pensais. Je n'ai pas prétendu que cela effaçait quoi que ce soit et elle ne me l'a pas demandé. 2 cousins ont envoyé des SMS la même semaine. L'un d'eux, Antoine, a écrit « J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas ce que c'était. J'ai compris cela. J'avais vécu à l'intérieur de la chose et je n'avais pas pu la nommer pendant des années. Comment pouvais-je m'attendre à ce que les gens de l'extérieur la voient clairement? Tout le monde n'est pas revenu. Oncle Marc croyait toujours la version de Philippe. Cousin Thomas, celui qui avait commenté la publication Facebook de Chloé, n'a jamais tendu la main. Quelques proches sont restés silencieux tout à fait. Pas hostiles, juste absents. La façon dont les gens agissent quand une histoire devient trop compliquée pour tenir dans un camp. Je n'ai poursuivi personne. Je n'ai pas posté de réfutation. Je n'ai pas envoyé de mail à toute la famille avec des reçus et des horodatages et une ligne d'objet qui disait « pour que les choses soient claires ». J'ai juste continué à vivre. Comptable senior, maison de campagne le week-end, Nicolas recablant les lumières de la véranda. Café sur le quai le matin. Les gens qui avaient besoin de connaître la vérité l'ont trouvé. Les gens qui ne le voulaient pas sont restés à l'aise dans la version qu'ils avaient déjà. J'ai fait la paix avec les deux. Tout le monde ne comprendra pas. Et j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils comprennent. Nicolas et moi avons commencé à rénover la maison de campagne en mai. Ce n'était pas une rénovation, plus comme une conversation avec le bâtiment, à l'écoute de ce dont il avait besoin, une nouvelle couche de l'azur sur le quai. De nouvelles moustiquaires sur la véranda, le robinet de la salle de bain qui fuyait depuis mes 12 ans a finalement eu une nouvelle cartouche. Nicolas s'est occupé de l'électricité, a remplacé l'ancien tableau électrique, a tiré de nouveaux fils vers la cuisine, a installé une lumière de véranda qui s'allumait réellement quand on actionnait l'interrupteur. C'est ce que je fais, a-t-il dit en souriant, couvert de poussière de grenier. J'ai trouvé les outils de menuiserie de Papy Armand dans le garage, accrochés à un panneau perforé qu'il avait construit lui-même. Chacun à sa place. Ciseaux alignés par taille, rabots huilés et emballés. Une cabane à oiseaux à moitié finie sur l'établi comme s'il était parti déjeuner et n'était jamais revenu. Dans une boîte sous l'établi, j'ai trouvé des photographies. Moi à 6 ans debout sur le quai avec une perche presque aussi longue que mon bras. Papy Armand derrière moi, les 2 mains levées, riant, son chapeau poussé en arrière et sa chemise à carreaux retroussée au coude. J'ai tenu la photo longtemps. Il ne m'a pas laissé une maison. Il m'a laissé la preuve que j'étais importante. Que quelqu'un dans ma famille me voyait clairement. Pas comme la forte. Pas comme la peu exigeante.
Pas comme celle qui n'avait besoin de rien, mais comme Clara, sa petite fille, digne d'être protégée. J'ai encadré la photo et l'ai accrochée au mur de la cuisine juste au-dessus de la fenêtre où la lumière de l'après-midi entre chaude et dorée. Chaque fois que je la regarde, j'entends sa voix au téléphone le jour de ma remise de diplôme, je m'en suis déjà occupée. Clara, il l'a fait. Un mois après la réunion au cabinet de Maître Lefebvre, je me suis assise à la table de la cuisine dans la maison de campagne et j'ai écrit une lettre à la main. Pas par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats, pas par Camille, juste moi et un stylo et une feuille de papier. Je l'ai écrite à Philippe et Sylvie. Je n'écris pas pour vous punir. J'écris pour être clair. La maison de campagne reste dans la fiducie. C'était la décision de Papy Armand. Et j'ai l'intention de l'honorer. Je ne la vendrai pas et je ne la céderai pas. S'il y a une version de notre relation qui peut être reconstruite, elle ne commence pas par des papiers. Elle commence par l'honnêteté. Elle commence par le fait que vous me voyez. Pas comme la forte, pas comme celle qui peut gérer, pas comme celle qui n'a besoin de rien, mais comme votre fille. Ma porte est ouverte, mais seulement si vous la franchissez en tant que mes parents, pas en tant que personnes qui ont besoin de quelque chose de moi. J'ai adressé l'enveloppe, les timbré et les déposé dans la boîte aux lettres au bout du chemin du Moulin Neuf. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas vérifié la boîte aux lettres tous les matins en espérant en avoir une. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, et le reste leur appartenait. Nicolas a lu la lettre avant que je ne la scelle, mais il n'a suggéré aucun changement. Il a juste hoché la tête et a dit, « Ça, c'est toi. » Je pensais autrefois que les limites étaient des murs, des choses que l'on construit quand on est en colère pour garder les gens dehors. Je ne pense plus cela. Les limites sont des portes. Vous choisissez qui les franchit. Vous choisissez les conditions. Et si quelqu'un se tient de l'autre côté et frappe avec des mains propres et une voix honnête, vous l'ouvrez, mais vous ne la laissez pas ouverte pour les gens qui ne se montrent que lorsqu'ils ont besoin de la clé. C'est un vendredi après-midi que je comprends enfin ce que Papy Armand voulait dire. Je suis assise sur le quai dans son fauteuil de jardin vert en bois. Celui que j'ai poncé quand j'avais 10 ans. Celui dont j'ai peint la première couche. Celui dans lequel Chloé a posé pour une photo qu'elle a ensuite supprimée. Le bois est chaud du soleil. Le lac est plat quelque part de l'autre côté de l'anse. Alors qu'un poisson brise la surface et que l'ondulation s'étend en cercle lent et patient. Nicolas est à l'intérieur en train de faire du café. J'entends la bouilloire à travers la fenêtre ouverte et le faible bourdonnement de la lumière de véranda qu'il a installée le week-end dernier. La brise porte des odeurs de cèdre et d'herbe coupée et quelque chose de doux du chèvrefeuille du voisin. J'ai la canne à pêche de Papy Armand dans les mains, la vieille avec la poignée en liège qu'il a enveloppée lui-même et le moulinet qui clique quand on lance. Je n'ai rien attrapé de tout l'après-midi et je m'en fiche. Je lui parle parfois, pas à voix haute, juste dans ma tête. La façon dont on le fait avec les gens qui ont quitté la pièce mais ne sont jamais vraiment partis. Salut, papy. J'ai trouvé ton enveloppe. J'ai trouvé la fiducie. J'ai trouvé la lettre. Une pause. Le vent répond. Merci. Je regarde mes mains. Elles sont rugueuses maintenant. À force de poncer, de peindre, de vivre. Pas les mains de quelqu'un qui a été traité avec douceur. Les mains de quelqu'un qui a construit ce qu'elle a, planche par planche. Je m'appelle Clara Mercier. J'ai 32 ans. Il y a 2 ans, l'avocat de mes parents m'a envoyé un document. Ce document ne m'a rien donné que je n'avais pas déjà. Il m'a juste rappelé que quelqu'un avait déjà décidé que je méritais d'être protégée, et c'était suffisant.